J'ai la tâche qui m'a été confiée, l'honneur ça me fait très plaisir, d'introduire et d'aider à la bonne marche du débat autour de Esther Moujawayo et Souad Belhaddad et de l'ouvrage en particulier qu'elles ont écrit ensemble, Survivante, elles en ont écrit un deuxième, Survivante, histoire d'un génocide. Esther est psychothérapeute en Allemagne, survivante, et c'est elle qui m'autorise et qui se revendique de ce titre, vivante et bien vivante et doublement vivante, et auteur donc de 2 ouvrages avec Souad, la fleur de Stéphanie, le premier est Survivante, et la fleur de Stéphanie. Souad Belhaddad, qui est à ma gauche, est journaliste, auteur, donc auteur évidemment des 2 mêmes ouvrages, et d'un ouvrage intitulé Algérie, le prix de l'oubli. C'est-à-dire quand même des choses qui tournent aussi autour des conflits, de la mémoire extrême et des événements extrêmes. Alors, la conférence sera comme suit. Souad va parler de son point de vue de témoin du témoin, qu'auteur, recueillir la parole, c'est-à-dire de sa partie, et Esther nous parlera de la sienne. Et puis, donc on a 1 heure en tout. On va essayer de faire tenir tout ça et surtout de vous permettre aussi de dialoguer avec la salle. Voilà, Souad. Merci. Je suis bien en face, là, oui, voilà. Mes lunettes. Alors, Roland Barthes disait qu'il fallait toujours définir le lieu d'où on parlait. Je suis le témoin du témoin, puisque j'ai donc coécrit avec Esther Moujawayo 2 ouvrages sur le Rwanda. Je voudrais vous parler tout de suite de ce qui obsède quand on a cette tâche. C'est que on est habité d'une part par une certitude, celle de vouloir dire à la face du monde l'innommable d'un génocide. Et puis, ce qu'on n'imagine pas, en fait, avant le travail d'écriture, c'est qu'au fur et à mesure s'impose de manière terrible une question qui est « mais à quoi bon ? À quoi bon témoigner de l'horreur ? Certes, pour dire qu'elle est inacceptable, certes, pour dire qu'elle ne doit plus exister. Le problème en ce qui concerne le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994, c'est que cette horreur a été acceptée, qu'elle a existé, en fait, du vivant, du témoin, Et surtout qu'elle existera encore, parce que quand on travaille sur un génocide, on sait que ça peut toujours recommencer. Avec Esther, nous avons approché de si près à travers l'écriture. Esther, bien évidemment, l'a traversé, le génocide, et elle va en parler. Mais dans le cadre de l'écriture, celui auquel je me tiens, bien évidemment, c'est que nous avons parfois approché de si près la folie du génocide et l'indifférence que ce génocide des Tutsis a soulevé, que du coup, cette conscience aiguë qu'un témoignage, en fait, sur ce génocide était inutile, handicapait quand même régulièrement le travail. On a eu une façon de nous calmer, c'était de se dire que ce livre, on l'écrivait pour 3 personnes. La première s'appelle Anna, la seconde s'appelle Amelia, la troisième s'appelle Amanda. Ce sont les 3 filles d'Esther. Donc, nous nous sommes dit, en tout cas moi, témoin du témoin, d'un point de vue, je dirais, de travail d'auteur, je sais aujourd'hui une certitude, c'est que pour un témoin, il faut toujours au moins une personne qui puisse symboliser la nécessité de témoigner. Parce que si on se dit qu'on témoigne pour l'humanité, on y perd absolument son sens et sa raison, et on peut vraiment fermer son ordinateur. Le deuxième point, c'est de quoi témoigner quand on est, je le répète, témoin du témoin. Alors, un rescapé, comme en fait vous l'avez dit de manière beaucoup plus développée, beaucoup plus profonde, un rescapé, c'est souvent quelqu'un qui ne peut pas dire parce qu'on ne peut pas l'écouter, et on ne peut pas l'écouter parce qu'on ne peut pas croire à ce qu'il dit, et on ne peut pas y croire parce que c'est trop incroyable, que ça dépasse l'entendement, et donc on ne peut pas l'entendre, et la parole d'un rescapé est souvent noyée dans cette spirale. J'ai très vite senti que pour Esther, il y avait avant tout la nécessité de témoigner de l'impossibilité de témoigner. Dans un génocide, en fait, dans le cadre de l'écriture, il ne s'agit guère de témoigner de l'horreur d'un génocide, puisque qui ne l'a pas traversé a quand même beaucoup de mal à en rendre compte, mais de l'inouï de cette horreur.
Quand on est abasourdi par ce qu'on a vécu, en fait, on a besoin de répéter. Et il était très étrange parfois de me retrouver face à une parole qui parfois relevait presque de l'obsessionnel. C'est avec, en fait, et grâce à l'aide de Marie-Odile Godard, psychanalyste spécialiste du traumatisme et qui a beaucoup travaillé particulièrement sur le Rwanda, que j'ai compris que cette obsession était un symptôme du rescapé et que ne pas le retranscrire comme tel eût été trahir sa parole et eût été donc trahir l'écriture. Un rescapé, c'est quelqu'un qui craint et qui recherche à la fois le témoignage, qui le désire comme il le regrette. C'est un acte violent de témoigner, c'est un acte dangereux. Je vous remercie beaucoup d'avoir employé ce terme, Annie. Et comme le dit Régine Van Tratten, c'est courageux, je cite votre ouvrage, c'est courageux non pas dans le fait de dire, mais justement dans le fait de savoir que de toute façon, tout ne pourra pas être dit. C'est un acte violent et dangereux, je disais. C'est aussi un acte violent et dangereux de recevoir une telle parole, car il faut bien peser ce qu'on en fera et comment on va l'aménager. Un exemple. Le rescapé raconte une scène d'humiliation. Comment écouter cette histoire sans en retranscrire seulement les faits? Comment en retranscrire seulement les faits et la honte? Comment, à travers l'écoute et l'écriture, reconstruire la dignité de cette personne? Autrement dit, par un épisode de honte que Esther a pu raconter, il va s'agir en fait de rejoindre par l'écriture le sentiment que tout un chacun peut éprouver, sans toutefois amoindrir celui qu'Esther a éprouvé individuellement. Donc, autre point, comment préserver de la dépression que le rescapé va ressentir à nouveau, puisque le courage d'Esther était d'affronter le témoignage en sachant qu'il ne l'apaiserait pas, qu'il ne réglerait rien. Je n'ai eu bien sûr que des bouts de réponse. L'un de ces bouts, c'est que la neutralité qu'on observe habituellement quand on occupe une place de témoin et notamment de journaliste a été impossible. Et pour moi, c'est une question d'éthique, c'est une neutralité que je réfute dans le cas d'un génocide. J'ai refusé cette neutralité parce qu'elle m'aurait poussé sans doute à vouloir rationaliser l'irrationnel. J'ai choisi avec Esther d'admettre que dans un génocide, il y a une irrationalité et que c'était ce sentiment de folie que cette irrationalité suscitait qu'il fallait essayer de dire et non pas d'essayer d'expliquer l'irrationalité du génocide. Mais enfin, il fallait aussi être attentif aux effets de la parole elle-même. Comment protéger l'autre? Comment te protéger toi? Des répercussions du traumatisme régulièrement ressuscité à travers les récits. Parfois, j'ai éprouvé de la culpabilité à faire replonger Esther dans l'horreur par le récit. Elle m'a toujours répondu « Ce n'est pas toi, c'est le génocide qui a fait ça ». Je donne un exemple concret. J'ai expliqué combien le rescapé craint qu'on ne le croie pas. Lorsque vous êtes témoin du témoin, bien sûr que vous croyez celui qui vous parle, mais vous savez qu'il y a une position de transmetteur à respecter. Donc, vous êtes contraint de demander des précisions, de recouper des informations, comme si vous mettiez la parole de l'autre en doute. Et c'est une position qui est parfois étrange, pesante. La chance que j'ai eue, vous allez la partager bientôt, c'était en fait d'avoir côtoyé Esther, qui est une personnalité et qui, à toutes ces questions, parfois a pu me répondre, notamment en me disant que le témoignage était une façon de donner une sépulture psychique et littéraire à ces disparus. Et lorsqu'au cours de nos entretiens, nous avons eu la réelle impression parfois d'ouvrir une fosse commune, nous pouvions dépasser ce sentiment d'horreur en y opposant celui d'une reconstruction de la dignité. Et raconter, c'était redonner une place de l'humain. À partir de cette place de l'humain, c'est le dernier point de mon intervention, je voudrais vous dire qu'est-ce qu'il en est du je quand on est témoin du témoin, puisque nos deux livres sont écrits à la première personne. Je vous comprends très bien, monsieur qui est parti, qui revendiquait ce jeu, mais je pense que Annie, en fait, a très bien souligné la nuance entre le je et le moi pour le rescapé. Lorsque je rencontre Esther Mujawayo, je suis déjà auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Entre deux jeux », algérienne, française, comment choisir, point de suspension. C'est un livre qui est entre récit et témoignage, récit et essai sur l'appartenance à la double culture. Dans ce livre, pour la première fois de ma vie, j'utilise le « je » en écriture. Et à l'époque, lorsque j'écris, ça me terrifie complètement. Je suis d'origine algérienne. Je viens d'une culture qui est structurée dans le collectif, dans le nous, et qui nous a éduqués à nous penser au pluriel.
Nous les Algériens, nous les musulmans, nous les Arabes. Chez nous les femmes ne peuvent pas, chez nous les hommes peuvent. C'est une culture donc qui ignore volontairement, souvent, l'utilisation de la première personne du singulier. Voire plus, elle peut la considérer comme suspecte. C'est une culture pour laquelle s'approprier l'usage du je dans le discours s'apparente à une individualisation, c'est-à-dire une forme de trahison du groupe. Voilà. En même temps, je ne pouvais pas parler au nom d'autres. Quand je rencontre Esther Mujawayo, nous sommes d'accord sur 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, à l'instar de Lévi, un génocide ne s'explique pas. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un objet à part, indéfiniment mystérieux, inexplicable, insupportablement inexplicable. Et cela peut arriver partout, demain, à nouveau. Le deuxième point sur lequel nous sommes d'accord, c'est que l'utilisation du « je » dans l'écriture, en fait, ne servirait que si elle amenait à l'histoire collective des Tutsis. Esther en parlera mieux, il n'était pas du tout question pour elle de raconter sa vie, mais c'était à travers son histoire, évidemment, rejoindre la grande avec une majuscule. Et ce que je voudrais dire, dans le cadre de l'écriture et de l'utilisation du « je », c'est que, alors que j'avais opéré un mouvement qui, pour moi, était vraiment de l'ordre de la subversion, en fait, qui était de me séparer du groupe en utilisant le « je », de devenir un individu en utilisant le « je », le travail avec Esther Mujawayo m'a réintégré par son « je » dans un « je » collectif, dont j'avais tenté de me débarrasser. Et ce jeu-là était un autre jeu, c'était le jeu de l'humanité. Parler à travers le jeu de Esther Mujawayo, c'était en fait réintégrer et avoir la confirmation que j'avais droit à une place dans l'humanité et à un pluriel qui ne me noyait pas. Je disais donc par le jeu d'Esther, implicitement bien évidemment, que j'étais héritière de la colonisation, puisque née en Algérie, grandie en France, mais que par un tout autre hasard, j'aurais pu être rwandaise, Tutsi et rescapée. Une scène, j'ai presque fini, une scène tragique peut illustrer sans doute ce jeu qui amène à un jeu de l'humanité. C'est le jour où Esther est retournée chez elle après le génocide et qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus la maison, il n'y avait bien sûr plus la famille, il n'y avait plus le chemin qui menait même à la maison. Il n'y avait plus de traces. Esther s'assoit et regarde ce néant. J'ai écouté Esther me raconter cette scène, ou plutôt j'ai écouté Esther ne pas parvenir à la raconter. Alors j'ai écrit sur ce rien qu'on ne peut pas dire, ce rien qui nous fait revenir rien nous-mêmes, quand on l'écoute, et pourtant qu'on n'a pas traversé le génocide. Et voilà un peu comment, dirons-nous, parfois, il y a eu ce glissement du jeu à un autre jeu littéraire, mais qui voulait rejoindre le nous. Je ne sais pas si je suis complètement claire. Voilà en quoi le jeu d'Esther s'est nourri du mien et m'a nourri profondément, d'un point de vue humain et littéraire. Je voudrais juste vous lire quelques lignes, j'allais dire d'Esther et moi. C'est un chapitre qui s'appelle « Pour ne jamais conclure ». La grande majorité de l'universel se fiche du génocide. J'ai appris à l'admettre que cela n'intéresse pas l'autre. Je continue pourtant de ne pas le comprendre puisqu'il y a quelque chose qui est du hasard total dans ce qui nous arrive aux uns et aux autres. Toi à l'autre, tu aurais très bien pu naître de l'autre côté du Rwanda et moi j'aurais pu naître en Europe, aux États-Unis ou en Amérique latine. Et si ce n'est pas le cas, c'est juste du hasard. Hasard ou chance que tu ne sois pas toi-même né dans ce pays, hasard ou chance que tu n'appartiennes pas à un groupe où on te coupe pour cette raison. Mais ça aurait parfaitement pu t'arriver. Et si ça m'est arrivé à moi, je n'y suis pour rien, même si toute ma vie, on a voulu me confirmer que j'avais tort d'être Tutsi. Toute ma vie, j'ai éprouvé ce sentiment, être en tort d'exister. Toute leur vie, les Tutsis ont éprouvé ce sentiment. Puis un génocide a voulu définitivement nous en convaincre, en voulant définitivement nous exterminer. Nous, Tutsis rwandais, comme c'est arrivé aux Arméniens, aux Juifs, aux Cambodgiens. Et comme je n'espère pas à mon pire ennemi que ça lui arrive demain. À personne au monde, je ne souhaite ce tragique hasard. Je voudrais conclure en vous disant que, bien évidemment, en écoutant ces lignes, vous seriez sans doute, comme je l'ai été moi en écoutant Esther, incapable de savoir à qui appartient ce « je », dans la mesure où il pourrait être le vôtre, où il est le nôtre. Je suis profondément convaincue de cela.
Mais il y a un point quand même qu'il faut préciser, c'est que même si ce je peut être le nôtre, il n'est pas le nôtre. Et Annie, tout à l'heure, parlait de 2 temps du génocide. C'est le temps de la survie, donc du génocide. C'est le temps en fait réel, des années en ce qui concerne la Shoah, 4 mois en ce qui concerne le génocide des Tutsis, et un deuxième temps que vous avez défini comme un temps long, qui est en fait le temps d'après. Denise, une amie, fille de rescapés d'Auschwitz, m'a dit un jour à propos du génocide, de toute façon, ils seront toujours seuls avec ça. Après l'écriture de mes livres, et peut-être plus que jamais une fois qu'ils ont été imprimés, publiés, j'ai eu parfaitement conscience, et ce jusqu'à aujourd'hui, que pour le rescapé, l'écriture reste vaine, la littérature oppose nécessité et vanité, et qu'un témoignage ne résout rien, absolument rien pour celui qui témoigne. Dit autrement, je voudrais dire que j'ai parfaitement conscience qu'Esther sera toujours seule avec ça. Merci Souad. Ok, je serai toujours seule avec ça, je suis avec toi et Madil. Et avec les autres aussi. Non, je voulais commencer je voulais parler quand la dame a fait l'énoncé de sa remarque sur survivante. Je ne sais pas si... Oui, vous êtes toujours là. Juste pour vous dire que justement, quand nous avons fait le titre du livre « Survivante », au pluriel et au féminin, parce que c'est surtout avec les autres veuves rescapées du génocide, nous avons quand même demandé aux éditeurs qu'ils acceptent que nous mettions au milieu du mot survivante, que vivante soit mis avec majuscule. Parce que c'est survivante, c'est sûr, mais c'est vivante. Et c'est un peu... Mais en fait, vivante, c'est notre motto à Avega. Je vous parlerai d'Avega, c'est l'association des veuves du génocide. Oui, mais justement, survivant, c'est un mot abstrait. Et ça va. Alors que survivant, c'est une étiquette sur une personne. Et c'est autre chose. Voilà. Mais donc, en partant de là, je voulais dire... On a quand même survécu. On était d'abord des survivantes. On n'est pas du jour au lendemain après le génocide. Nous n'étions pas ces femmes fortes ou quoi, qui disent nous sommes vivantes. Nous étions par terre. On s'est retrouvés. Tu te retrouves au début du mois de juillet. Ça avait commencé au début du mois d'avril. Tu étais là, tu avais ta famille, tu avais une vie. Bien sûr qu'on a construit difficilement, parce que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des massacres et des Tutsis. Depuis que je suis née en 58. Et en 59, déjà, notre maison, elle est brûlée, les vaches sont mangées, nous devons nous cacher. Et après, mais là, on a beaucoup de chance, on survit tous, avec toute la famille. Mais on doit reconstruire la maison, on doit refaire les champs, on doit reposséder une vache, et ça recommence. Et en 63, le même scénario. Et en 73, le même scénario. Donc, c'est pour dire, c'était pas si... ça ne tombait pas du ciel en 94. Nous avions déjà vécu ça. C'est un peu cynique à dire, nous avions déjà l'habitude de tout perdre et de recommencer. Mais cette fois-ci, en 94, c'est que quand même, pendant les 3 mois, pendant les 100 jours, tu te retrouves, oui, tu crois, tu as survécu. C'est pour ça que nous utilisions le mot, souvent entre veuves, nous étions condamnées à vivre. Parce que pendant le génocide, la plupart des rescapés, elles ont demandé aux bourreaux, tue-moi aussi. Et souvent, les bourreaux ont refusé. Et là, on a beaucoup de témoignages parce qu'ils t'avaient violé. Et il y a une jeune fille que j'ai eue plus tard en thérapie qui m'a raconté, le jour où j'ai dit aux soldats de me tuer aussi, il a dit non, je ne te tue pas, la mort que je te donne est pire. Et la gamine n'avait pas compris à l'époque. Et c'est plus tard, quand elle a vu qu'elle était infectée, quand elle a commencé à être malade du sida, qu'elle a compris ce que le tueur lui disait, parce qu'il savait bien qu'il a infecté du sida et qu'elle allait mourir. Donc là, on s'est retrouvés pas vraiment survivants, mais condamnés à vivre, et à vivre dans un vide affectif terrible. Tu te retrouves sans plus personne. Et ton mari est tué. D'accord, nous n'étions pas les premières veuves du temps, mais là, c'est pas seulement ton mari qui est tué, mais c'était aussi nos parents qui étaient tués, c'était aussi nos sœurs, c'était toutes nos familles. Tu te retrouves dans un vide affectif pas possible. Tu vas aller vers qui avec ce que tu as, si tu voudrais pleurer, mais tu pleures sur l'épaule de qui? Tu as qui? Tu te retrouves dans ce
dans ce vide affectif. Mais aussi, c'est pas seulement les tiens, oui, les nôtres, les proches, la grande famille, vraiment complètement éliminée, mais c'est aussi l'entourage, le social, là où tu vivais, sur ma colline. Y aller maintenant, je n'y retrouve personne parce que les miens sont morts et les autres sont leurs tueurs. Et c'est ça qui est terrible au Rwanda, parce que ceux qui les ont tués, je les connais, j'ai grandi avec, j'ai été à l'école avec, j'ai été à l'église avec, nous avons puisé l'eau ensemble. Alors quand l'épisode que Souad raconte, qui était très très fort et qui m'a fait peur, quand en juillet, j'ai eu la chance quand même, mes 3 enfants ont survécu et 2 sœurs. Donc quand avec mes 2 sœurs, on a décidé, ayons le courage quand même de retourner à Mwiluté, à notre colline. Au Rwanda, on parle toujours par colline. C'est pas ton quartier, tu es dans le 20e. Moi, c'était ma colline à Mwiluté. Donc quand on décide d'y retourner, mais c'était dramatique parce qu'on ne retrouve pas. D'habitude, quand tu allais à la maison, tu prends la route principale et puis quand tu arrives chez notre voisin de Gwakazungu, tu tournes à gauche et la route à gauche menait chez nous. Et là, la route n'y était plus. Nous savions que les parents avaient été tués, mais imaginez qu'ils allaient aussi cultiver la route qui allait chez nous comme s'il n'y avait plus rien. Donc la route n'était plus, elle était plantée, il y avait déjà des haricots. Là où il y avait la maison, tout était complètement détruit, c'est la brousse qui recommençait. Et là, tout ce qui restait des tiens, c'est une longue fosse comme ça, où il y a une quarantaine de personnes qui ont été tuées. Parce que, il faut dire, mon papa, c'était un vieux évangéliste, instituteur, qui avait le respect de tout le monde sur la colline. Ce qui fait que les gens, un peu comme le piège dans lequel on est tombé avec les églises, les gens ont cru que chez mon père, ils vont être en sécurité. Donc, ils sont venus là, ils ont resté là tout le temps avant qu'on ne les... Le 17 avril, je pense, c'est le 17 avril qu'on les a tués. Donc là, tout ce qui reste, c'est cette longue tombe, et puis rien. Ils ont même coupé les arbres. C'est ça qui m'a vraiment fait peur de voir ce néant, comme si rien n'avait existé. Si je n'étais pas de là, si je ne connaissais pas que notre voisin, le Gwakazungu, quand tu arrives chez lui, tu tournes à droite, je n'aurais pas pu tourner, je n'aurais pas pu aller. Donc non seulement ce n'est pas les miens qui sont morts, mais c'est aussi tous ces voisins. Je ne les ai plus et je ne les veux plus. Ils ne me voulaient pas, je ne les veux plus non plus. Donc, tout le social. Et je pense que ce qui fait peur, c'est que on s'imagine toujours que les tueurs, les bourreaux, c'est des monstres et tout. Mais ce qui te fait peur, c'est qu'ils ne le sont pas. Et c'est ça qui te fait peur. Tu perds vraiment confiance en tout et en tout le monde. Parce que je les aurais pas imaginés, malgré ce qu'ils nous ont fait en 73, 63, 59. Là, au moins, on savait qu'ils pillent, qu'ils volent, mais ils ne nous exterminaient pas de cette façon. Et cette fois-ci, je les retrouve, et des gens que je connaissais, des gens que j'avais eus à l'école, des gens qui étaient dans notre église. Et tu perds là, tu es aussi dans ce vide de toutes les valeurs. Qu'est-ce qui vaut encore la peine? Ça n'existe plus. Et bien sûr, pour la plupart, non, presque tout le monde, c'est aussi dans un vide économique, dans un vide matériel total. Tu voudrais bien, tu te retrouves, ok, vivante, tu voudrais... Et si tu veux pleurer, tu voudrais cacher ta misère quelque part, mais tu n'as plus de toit, tu n'as plus de chambre, tu n'as pas un lit, tu n'as pas une porte à fermer. Et là, vraiment, la plupart des rescapés se croyaient devenir folles. On se croyait devenir dingue. À l'époque, on ne savait pas le trauma et qu'est-ce que c'est. Je n'étais pas thérapeute à l'époque. Non, sincèrement, on croyait qu'on devient dingue parce qu'on avait des réactions tout à fait bizarres. On avait des mots aussi des choses qui n'allaient pas et on se dit... Là, je passe un peu vite à notre association des veuves parce que je trouve que c'est ça qui nous a sauvés de cette folie. Parce que là, tu racontais, comme ce que vous dites beaucoup dans le livre. Les gens veulent raconter, mais d'abord, tu n'avais pas à qui raconter. C'était trop horrible et les gens te disaient arrête, je ne peux pas. Et ils ne pouvaient plus prendre. Et toi, tu ne pouvais pas arrêter. Toi, tu avais perdu ta télécommande, donc toi, ça continuait. Et là, on avait la chance qu'entre nous, au moins, avec d'autres veuves, on parlait du connu. Et elle disait, ah oui, moi aussi. Ok, on surenchérissait, mais on s'écoutait quand même. Et on trouvait une place où on pouvait le dire. Et finalement, on se rendait compte que l'autre aussi est dans le même truc. Et puis, on s'est... Aussi, ce que je disais là, matériellement. Donc, non seulement on s'écoute,
Et le plus important d'abord, oui, on s'écoute, mais là, tu retrouves quand même une sœur. Et là, c'est ce qu'on s'est dit dès le début. Les plus âgées devenaient les grandes sœurs, les plus âgées devenaient les mamans et les tantes et les tout. Et on essayait de reconstituer ça. Parce que sans ça, on devenait dingue. Mais on s'est dit aussi, on a commencé à s'entraider matériellement. Tout bêtement, tu as encore 2 pagnes. Si tu as eu la chance de sauver 2 pagnes, tu les partages. Ou 2 paires de chaussures, tu les partages. Parce que là, nous avons eu la chance, les plus âgés, les plus sages. C'est ce que je trouve fantastique chez nous. Ici, vous avez peur de vieillir et chez nous, on est heureuse. Parce qu'on devient sage et on a le droit de... Oui, non, c'est vraiment les plus sages qui nous... Pardon. Qui nous ont sauvés, parce que c'est cette histoire de partager le pagne et d'être bien, de ne pas montrer sa misère, c'était les plus âgés qui nous ont dit, lavez le seul pagne que vous avez. Ici, là, chez nous, à Avega, plus tard, quand ça s'est bien constitué, ici, tu peux être misérable. Ici, tu peux arriver, tu peux crier, tu peux hurler, tu peux être tout ce que tu veux, mais après, quand tu sors, tu te laves le visage, tu essuies tes yeux, et personne ne sait. Et on s'est pris au jeu. C'est là d'où vient ce motto-là de vivante. On a commencé d'abord un peu comme des indisciplinés, là, un peu pour ne pas se faire avoir. Parce que les vieilles nous disaient, écoute, il y a des Rwandais ici, pour traduire ça, tu ne dois pas être comme l'ennemi te voulait. Il te voulait morte et misérable. Si tu es morte et misérable, là, tu lui donnes raison. Et là, nous avons un proverbe comme ça, ne lui donne pas cette joie. Et là, on a commencé à travailler à ne pas lui donner cette joie. Et ça marche, je vous dis. À la longue, tu t'y prends. Mais je ne veux pas vous dire que ça n'a pas été facile, mais ça a vraiment joué. Là, on s'est dit, OK, on va passer de survivante vivante, de condamnée à vivre, à être vraiment vivante. D'abord pour punir. Je m'excuse toujours, je dis les salauds. Quand je me fâche avec Swad, je dis, les salauds. Mais oui, mais pourquoi pas? Et là, c'est quelque chose qu'on a dû. Plus tard, je sais que je me suis beaucoup engueulée avec les religieux et les autres qui commençaient, tous les bien-pensants, qui te disent que non, que tu ne dois pas dire les salauds, tu ne dois pas les haïr, tu ne dois pas les insulter. Et moi, je disais, je suis heureuse. Quand j'ai eu la chance, quand tu as quelqu'un en thérapie, j'ai eu une jeune fille plus tard. Une fois, elle est venue et elle a hurlé. Elle a dit, je les hais. Et là, j'étais contente parce que je savais qu'elle commençait à ne plus se haïr elle-même. Parce que la gamine, elle avait été enfermée dans un truc. Elle avait été violée à 14 ans. On a tué toute sa famille. Elle, on la viole, on la tue pas. Après, elle a la chance, une tante qui revient du Burundi, de long exil, parce que tous les années que je vous ai dit, là, 59, 63, 73, il y a toujours eu des Tutsis qui sont partis en exil au Burundi, au Congo, et même ici, partout. Et alors, en 94, ils sont revenus. Et je me souviens de cette gamine, quand elle a eu la chance d'être reprise par une tante qui revenait. Bien sûr, la tante, elle a dit tout de suite, je te mets à l'école, c'est très bien, tu as un toit, tu vas à l'école, toutes les conditions pratiques sont remplies. Mais la fille faisait très mal à l'école, elle avait de très mauvais résultats. Et la tante se fâchait, puis ça n'allait pas. Un jour, on a eu la chance, quelqu'un lui a dit de l'amener en thérapie chez nous. Et là, elle m'a raconté qu'elle était dans une école catholique. Donc, on lui parlait de ce pardon, de ce fameux d'être bien, de ne pas haïr, alors qu'elle haïssait. Elle ne pouvait pas suivre à l'école parce que quand elle regardait le professeur, tu avais des hommes qui lui rappelaient les hommes qui l'ont violée. Donc, elle ne pouvait pas regarder le prof. Elle regardait dehors pour ne pas le regarder, mais dehors, tu as le buisson où tu as été violée. Tu ne peux pas regarder devant, tu ne peux pas regarder dehors, tu regardes à tes pieds. Et alors, on te prend pour une insolente. Elle était enfermée dans sa solitude, dans tout ce que vous avez dit. Et le jour où elle a pu vraiment les haïr et exploser, là, elle a commencé à aller un peu mieux. Je ne vais pas continuer beaucoup sur Avega parce que je veux vous dire aussi comment est-ce qu'on en vient au livre et à l'écriture. Mais l'écriture, sincèrement, je dois être honnête, c'était pas moi. Je ne sais pas écrire. Soit dit que oui, mais je n'aurais jamais pu. J'aime bien parler. Et ça, Marie-Odile...
faudrait quand même juste préciser que des chapitres de Survivantes sont entièrement rédigés par Esther. Ce que tu n'aurais pas pu faire sans doute, c'était te réunir. Voilà. Mais écrire en soi, voilà. Non, mais oui, parlant d'écrire, j'aimais bien ce que tu as dit sur les nostalgies, parce que là, je me voyais... En fait, mon mari, lui, il était prof de français. Lui, c'était un littéraire, il aimait le français, les belles lettres et tout. Alors, quand vous discutez littérature et comment c'est agencé, moi, je vois que lui, il aurait bien été dans le truc. Mais pour dire, donc je le disais, et là j'ai dit dès le début, je vais le dire. J'ai la chance, je peux l'articuler, je veux le dire partout où je peux. Donc il n'y a pas une seule conférence, si j'ai la chance qu'on m'invite, qu'on me passe le micro, je refuse pas et je le lâche pas. Ah non, parce qu'il faut vraiment le dire. Et je le dis vraiment avec rage. Et surtout que le génocide du Rwanda, c'est un génocide qui pouvait être prévenu, qui pouvait ne pas se passer. On savait qu'il va se passer. Les casques bleus étaient chez nous. On savait qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc, on a envoyé les forces de l'ordre pour prévenir ça. Dallaire, qui était sur place, il a dit, on prépare un génocide. J'ai tous les éléments. On a fermé les yeux. Et après, ça se passe. Et après, on dit, on ne savait pas, mais on savait. Alors là, je me dis, si j'ai la chance, là, je veux vraiment le dire. En fait, je fais une parenthèse pour dire comment j'ai rencontré Souad. Parce que dans une de ces conférences où j'étais, où je lâchais pas le micro, Marie-Odile était là. C'était une conférence internationale sur tous les génocides. Et après, Madil m'a dit, Esther, il faut vraiment que tu l'écrives. Et je lui ai dit, non, je n'y arriverai pas, je ne crois pas. Et là, Madil m'a dit, si, tu vas y arriver. Seule, tu n'arriveras pas, mais tu vas y arriver et je vais te trouver quelqu'un. Et comme elle était amie avec Souad, c'est comme ça qu'elle m'a mis avec Souad. Et c'est comme ça, et on a eu vraiment la chance, ça a accroché. Donc c'est pour vous dire, sur le point d'écrire, je ne dis pas beaucoup, et je reconnais vraiment que c'était... Si je n'avais pas eu la chance d'avoir quelqu'un avec qui écrire, je ne crois pas que je l'aurais fait, mais ne regrettons pas, c'est fait. Et le premier, Survivante, je trouve que c'était dur, mais c'était pas aussi dur que le deuxième. Parce que dans Survivante, ce sont toutes ces expériences que je vous raconte. Ce sont toutes ces femmes qui ont lavé le pagne, qui ont dit on ne va pas être comme l'ennemi veut. Là, on a bougé, là, on a vraiment dit non, on ne veut pas être que des survivantes, on veut être vivantes. Et pas seulement nous. J'aimais beaucoup vraiment tout ce qui a été échangé. Donc, pas seulement nous qui sommes là, qui sommes vivantes. Oui, bien sûr, nous voulons être vivantes maintenant, nous voulons faire une vie. Nous voulons que nos enfants puissent vivre en paix et vivre heureux. Nous voulons briser le cercle. Nous refusons ce cercle du malheur qui tombe toujours sur les Tutsis. Mais je pense que c'était aussi pour les nôtres, pour tous ceux qui ne vivent plus, pour tous ceux qui ont été tués. Parce que le gros problème, c'est que, j'ai toujours dit, je crois, quelque part, on le dit aussi dans le bouquin, qu'on tue quelqu'un, je ne vais pas dire je peux encore comprendre, ça c'est du cynisme, mais qu'on tue mal. Pourquoi, qu'est-ce qu'on avait besoin d'aller humilier encore pire que la mort? Et là, en fait, le gros problème de la plupart des rescapés du génocide des Tutsis, ce qui nous hante, c'est tous les images des derniers moments des nôtres. Parce qu'on pouvait te tuer d'un coup et c'était fini. Mais pourquoi on devait te couper et te laisser toute une nuit pour t'achever le lendemain? Pourquoi ce besoin de faire encore pire que la mort? Une mort mauvaise. Je ne sais pas, c'est de trouver les termes. Mais du coup, dans ce livre, dans Survivante, il y a beaucoup de noms. J'ai une amie qui m'a dit, qui fait toujours le commentaire que c'est un livre des noms. Il y a des noms, les noms de tous. Le nom de mon mari, de mon père, de ma mère, de mes cousins, parce qu'ils avaient des noms, parce qu'ils avaient des vies, parce ils avaient des caractères, ils étaient fantastiques. Ok, peut-être que je mythifie. Non, mais je suis très honnête, ils étaient vraiment fantastiques. Mais il faut qu'ils le soient aussi dans le livre. Parce qu'il ne faut pas non plus que c'est le tueur, il ne faut pas que c'est le génocidaire qui ait le dernier mot, que tout ce qui reste de mon mari, qui était prof de français, qui était un bel homme, qui était sportif, qui était danseur et tout. Maintenant, je ne vais pas commencer à vous... Mais une fois, quand je l'ai dit dans une conférence, il y a une de ses anciens élèves qui s'est mise à pleurer et qui a dit, elle vous dit la vérité, il était comme ça.
Donc, pour que, au moins quelque part dans le livre, nous prenons la revanche. C'est toujours un va-et-vient, c'est un combat entre vous voulez nous annihiler, c'est pas possible, nous vivons. Vous les avez réduits à des numéros. Je me souviens les discussions qu'il y avait pendant le génocide. On demandait toujours à la Croix-Rouge, au comité international, on est à combien maintenant? On vient d'en tuer combien maintenant? Et c'était un surenchère des nombres. Donc si on arrive à 200 000 morts, il est temps d'intervenir et des choses comme ça. Maintenant, on discute toujours, est-ce que c'est 1 million ou c'est plus qu'1 million? Je n'aime pas discuter là-dessus. C'est innocent, mon mari, c'est un fils de mon papa. Et en fait, nous avons mis à la fin, c'est dur, mais nous avons mis la liste des noms, en tout cas des plus proches. Tous ceux pour qui j'aurais dû prendre un jour de congé pour aller les enterrer. Alors quand tu arrives à plus de 200 personnes, mais au moins nous nous disons, avec ce livre, ils sont vivants, et ils sont présents. C'est des humains qui avaient un nom, qui avaient un visage, qui avaient... Mais il est quelque chose qui est assez dur aussi, et ça c'est peut-être plus avec le deuxième bouquin, avec La fleur de Stéphanie. C'est que La fleur de Stéphanie, Rwanda entre déni et réconciliation, et qui, pardonnez-moi la parenthèse, qui en fait, Stéphanie c'est la sœur de Esther, dont nous recherchions la dépouille. Et il y a une politique de réconciliation nationale au Rwanda qui fait que maintenant, victimes et génocidaires qui cohabitaient déjà dans le pays doivent maintenant recohabiter sur les collines après la libération des prisonniers. Pardon Esther. Non, c'est bien. Oui. Non, ce que je voulais juste dire en passant pour ce deuxième bouquin, La fleur de Stéphanie, donc Stéphanie qui était ma sœur, qui a été tuée avec ses 3 enfants et son mari. Il ne reste rien chez elle. Et je me souviens qu'une des phrases qu'on disait tout le temps, et les enfants la retenaient pendant qu'on écrivait avec Souad, c'était un peu... Je disais toujours comme fil conducteur, qu'est-ce qui reste quand il ne reste rien? Il ne reste plus rien chez Stéphanie. Qu'est-ce qui reste quand il ne reste rien? Et il se fait qu'un jour, dans ces fameuses ruines de la maison parentale, où je regardais, j'étais perdue. Et puis tout d'un coup, je vois dans les ruines, il y avait une petite fleur qui monte, qui a refusé de mourir. Et il se fait que c'était une fleur que Stéphanie avait plantée quand nous étions jeunes, parce que c'était la plus chic de la maison, qui ornait bien. Donc elle plantait les fleurs, moi je puisais l'eau. Et là, la fleur montait sur toute la maison. Et là, tout est complètement détruit. Même celle qui l'a plantée n'est plus. Et cette fleur, elle est là. Et là, je me suis dit, non, il reste quelque chose quand il ne reste rien. Et ça, c'était aussi un peu encore la revanche sur la mort, que la vie est là, même si c'est la petite plante de Stéphanie. Mais pour dire, là où je voulais arriver, et je dis encore une chose et je m'arrête pour qu'on puisse communiquer, c'est que ce deuxième livre, La fleur de Stéphanie, c'est un peu, et nous le disons d'ailleurs, c'est la sépulture pour Stéphanie, parce qu'elle a été jetée dans les fosses avec ses enfants et on n'a pas pu la retrouver. Après la sortie du bouquin, oui, finalement nous l'avons retrouvée, mais au moment du livre, on n'avait pas réussi à l'enterrer dignement comme un être humain. Et ça, c'est un grand problème pour la plupart des rescapés. Au moins que dans la mort, on puisse te donner une sépulture d'humain, que tu ne sois pas jeté dans une toilette... Dans la mer, je m'excuse, ou sur la route mangée par les chiens. Mais quand tu n'y arrives pas physiquement, parce qu'il y en a qu'on ne retrouvera jamais, parce qu'il y en a qui ont été jetés dans les fleuves, comme tous les juifs qui sont partis dans les fours crématoires. Et là, pour nous, le littéraire, le livre de Stéphanie, La fleur de Stéphanie, c'était vraiment la tombe, la sépulture, pour tous ceux qui n'ont pas pu la voir. Et on finit, non, c'est pas cyniquement, c'est très beau. On finit en disant, Stéphanie, écoute, on est là et il y a plein de gens qui sont venus à ton enterrement, tous les lecteurs sont là. Et bon, vivante aussi, j'allais dire, et ça va être le dernier point, vivante aussi pour les lieux, pour l'enfance qu'on a eue, pour la vie qu'on a eue. Et ça, c'est déjà revenu beaucoup dans cet après-midi. Et on est rescapé, on est survivant, mais on a vécu aussi. Malgré tout, on mythifie, d'accord, mais n'empêche que c'était beau. Mon enfance était dure, mais c'était une belle enfance. Et il y a beaucoup de passages, surtout dans Survivante, où nous reparlons des collines, où nous reparlons des vaches, bien sûr, parce que sans les vaches, ça ne va pas. Cette vie qui a été, je ne veux pas qu'on me la reprenne. Je ne veux pas qu'ils gagnent en faisant comme si avant, il n'y avait rien. Parce que c'est aussi le piège dans lequel nous tombons nous-mêmes. Nous avons tendance... Quand nous parlons entre nous, entre rescapés, c'est 94. Ça reste vraiment le point autour duquel on tourne.
Et là, quelque part, si par l'écriture, nous ne sauvons pas ces lieux, physiquement, ils n'existent plus. Mais ils doivent exister. Et c'est là où je dis sincèrement pour les gens qui écrivent pour pouvoir le mettre quelque part, mais non, on ne pourra plus le tuer. Ça existe et ça... Oui, ça restera. Ça, tu l'avais jamais dit. Je l'avais jamais dit comme ça. Non, je vais m'arrêter là, parce que je vous ai dit, quand j'ai le micro, je n'arrête pas. Là, il y a une précision qu'on peut donner. Tu as dit une chose extrêmement forte, entre autres, c'est on s'était habillé, rescapé, on se tenait parce qu'on ne voulait pas que le génocidaire ait le dernier mot. Je pense, pour informer l'auditoire qui sans doute, enfin, peut-être ne connaît pas, la politique de réconciliation nationale qui est en cours au Rwanda consiste en fait à la libération de prisonniers en échange d'aveux sur les conditions des massacres et de l'extermination. Ce qui fait que, c'est vraiment un très rapide survol que je fais, mais comment savoir en fait où sont les restes des siens? Il n'y a que le tueur qui peut donner des informations. Donc à la clé, effectivement, il y a beaucoup d'années de libération et sa parole donc se libère aussi. Et c'est ainsi que Esther, tu en parleras mieux, a eu donc les informations sur la dépouille de sa sœur. Mais je faisais cette parenthèse pour ressouligner donc cette phrase très forte que tu dis, on ne voulait pas que le génocidaire ait le dernier mot. Et c'est vrai, Esther, que ce premier livre-là était dur, mais en même temps il y avait beaucoup de bon, nous avons beaucoup rire, tu le sais, et c'est vrai, c'est bien conceptualisé il y avait de la nostalgie pour toi dans ce livre. Et comme on était autour de la commémoration, de la 10e commémoration, vous êtes tendu, vous écrivez là, même si, comme je disais, vous savez que le témoignage ne va pas servir, mais il tend quand même pour transmettre quelque chose. Il y a quelque chose qui s'ouvre devant. Ce qui a été terrible pour la fleur de Stéphanie, c'est que le génocidaire a eu le dernier mot. Il a le dernier mot, en fait. Il est aujourd'hui libre. Il a libéré sa parole, en plus en donnant des détails de massacres avec lesquels sans doute il arrivait plus bien à vivre, pour en tout cas certains d'entre eux. Et ce livre, sans doute qu'une difficulté pour nous, c'est qu'on ne savait pas pour qui on témoignait, parce que il y avait rien devant. Il peut rien y avoir devant au moment de la réconciliation nationale, peut-être. Voilà. Je ne sais pas. Non, quand j'ai lu quand vous décrivez le mal d'écrire ou mourir de dire. Là, j'ai vraiment, oui, mourir de dire. J'ai eu vraiment peur parce que là, avec le deuxième bouquin, nous avons eu du mal et on était mal. Et je me suis fait la promesse, j'arrête maintenant. De toute façon, je n'ai plus rien à dire. Pour écrire, pour se dire, ça peut être dangereux. C'est pas, on croit, oui, tu as fait ta thérapie avec ces bouquins, tu as pu te libérer. Et là, avec le deuxième bouquin, on avait beaucoup plus mal que du bien. Mais n'empêche, ça reste nécessaire. Mais c'est pas toujours dit que ça va faire que du bien. C'est le danger de l'écriture. Décidément, Annie, tu me confies toujours des rôles. C'est ça l'amitié. Qui vont peut-être. Vous allez avoir le courage, mais vous êtes vous en tant que public, profitez-en. Oui. Il y a un micro. J'aurais seulement le courage de dire un grand merci. Très bien. Merci. Attendez le micro, madame, s'il vous plaît, parce que c'est enregistré. Vous voulez bien. C'est une question qui me poursuit depuis un certain temps. Comment font les victimes pour vivre à côté des bourreaux? Ouais. En fait, c'est vraiment le thème du deuxième bouquin, La fleur de Stéphanie. Là, actuellement, comment les gens vivent avec leurs bourreaux. Parce qu'on vit dans un... Moi, je me dis, on est fou quand même.
On est là, tu le connais, tu sais ce qu'il a fait, il est relâché. Nous sommes coincés entre... On est dans un État, on est dans un pays qui essaie de se reconstruire, comme vous avez dit pour les autres aussi. Ils disent on doit se reconstruire, on ne peut pas garder des milliers de gens en prison, parce que c'était ça le génie des génocidaires aussi, des pensants le cerveau du génocide. Ils ont impliqué le maximum de gens. Finalement, tu as un génocide sans coupable, parce que sinon ils sont tous coupables, ou en tout cas la grosse majorité. Et là, après, c'était... La question de la justice a été un casse-tête. Et d'ailleurs, dans le premier bouquin, moi, j'ai dit, je ne touche pas à la justice, parce que c'est une justice impossible. Mais le pays, lui, le gouvernant, ils doivent prendre... Une fois, le ministre de la Justice, il nous a invités, les femmes d'Avega, il nous a dit, vous criez, vous êtes contre les gachacha. Donc, ces fameux tribunaux que Souad a dit. Et nous, on disait, mais c'est inique. Comment voulez-vous juger un génocide par le moyen le plus simple, le plus bas et tout? Et lui, il nous a dit, maintenant, on vous fait ministre de la Justice, vous faites quoi pour ce pays? Et on a dit, on a la chance qu'on ne l'ait pas. Mais ce n'est pas une solution. Lui qu'il est, il doit trouver une solution. Et c'est vraiment comme ça que nous, on s'est trouvés coincés. Et je sais, et les autorités savent aussi, des fois, quand ils veulent, ils savent qu'ils nous demandent trop. Quand ils sont... Non, ils le disent même. Quand nous avons interviewé la dame qui s'occupe de ces gachachas, elle nous a dit, nous le savons que nous vous demandons beaucoup. Mais est-ce que nous avons le choix? Et là, nous disons, ou du moins ce que nous essayons de dire à Avega, au moins... Faites que quand les bourreaux sortent de prison, ils ne nous trouvent pas misérables. Comment voulez-vous qu'il y ait encore des veuves ou des orphelins sans abri? Au moins qu'on travaille sur le minimum, qu'ils aient le minimum pour vivre, au moins qu'ils aient la connaissance du lieu où ils ont jeté les leurs pour qu'on puisse les enterrer. Eux, nous ne les aurons plus, mais quand tu enterres, tu as quand même le calme, la paix, tu peux avancer. Donc, ces petites conditions que nous mettons, est-ce que c'est trop demandé? Et ça, ce n'est pas rempli. Et on est vraiment coincé dans cette situation où ils disent, et puis nous sommes très peu nombreux. Et on regarde un pays, on veut construire un pays. Il y a des gens qui reviennent d'exil depuis 50 ans. Ça a assez duré. Mais déjà 3 mois après le génocide, on nous avait dit, passons à autre chose. Mais maintenant, c'est vraiment crucial parce que les bourreaux sont là et ils n'arrêtent pas de tuer. C'est ça qui est problématique. Parce que quand tu es dangereux, quand ils savent que tu sais que tu vas le dire, ils t'éliminent de nouveau. Donc là, nous avons de nouveau des gens qui sont éliminés maintenant parce qu'ils possèdent une vérité qui n'est pas bonne à dire. Et là, on essaie encore. On était là dans un colloque à Kigali et on a eu le chef de la police. Et on a quand même beaucoup discuté avec lui, demandé qu'il y ait quand même des garanties, au moins pour la sécurité physique. Qu'on ait survécu pour mourir maintenant, c'est quand même trop. Au moins la sécurité physique et petit à petit, la réhabilitation dans la vie. Mais là, on est dans une situation très, très difficile. Le survivant, le rescapé, il est là à côté de celui du bourreau, mais non seulement celui-là n'est pas repentant du tout. Il y en a beaucoup, il y a encore des tracts qui disent qu'ils n'ont pas achevé ce qu'ils devaient faire. Mais en plus, je trouve que, par exemple, nous avons fait pression sur le gouvernement et ça avait été quelque chose. Ils ont mis un fonds d'assistance aux rescapés. 5% du budget du gouvernement va quand même dans un fonds pour que nous puissions payer les études pour les enfants orphelins, construire quelques maisons, petit à petit. Mais nous avons des gens qui disent maintenant que ce fonds, c'est contre la réconciliation, que si on continue à favoriser les rescapés, alors là, des fois, tu t'énerves, tu dis, on vous génocide aussi, on vous fait des fonds, si c'était possible. Mais pour dire que ce n'est pas... Moi, j'ai l'impression que ça va être encore un long processus avant que ce soit accepté. Mais est-ce que ce sera accepté? Je me dis il y a quand même une idéologie génocidaire qui reste très, très présente. Mais encore une fois, je dis, nous sommes coincés. Tu te dis, je ne veux plus vivre dans ce pays, je m'en vais. Maintenant, on a relâché les bourreaux, les tueurs de ma famille, je m'en vais. C'est pas en France, ni en Belgique, ni en Allemagne, ni où que ce soit qu'on va te donner l'asile. Parce qu'ils te disent, nous sommes désolés, le génocide est terminé, votre pays est en paix. Si tu ne fuis pas le gouvernement, c'est pas une raison pour te donner l'asile. Mais fuir les tueurs de ta famille, ça ne suffit pas pour avoir l'asile. Ça, c'est clair. Même les rescapés qui arrivent ici,
ça devient le prochain problème à traiter en thérapie. Ils doivent s'inventer une nouvelle identité. Ils se disent Hutu, poursuivis par le gouvernement. Et ils disent ce qu'ici on veut entendre. J'ai maintenant j'ai quelques-uns en Allemagne qui reviennent pour dire je dors très mal parce que je pense comment ma mère a été tuée par les Hutus et maintenant je l'ai fait Hutu pour pouvoir avoir l'asile ici. Et là, nous essayons encore de faire passer, de nous battre pour dire mais un génocide, c'est un génocide. Vous ne pouvez pas dire que c'est passé, que c'est fini. Ça ne fait que 13 ans. C'est bientôt 14 ans. Mais 14 ans, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Non, c'est désespérant. Des fois, c'est vraiment désespérant. Il y a un monsieur qui a le micro, alors peut-être... J'ai une question. D'après la législation internationale, tout criminel responsable d'un crime de génocide, son sort est imprescriptible. C'est-à-dire qu'on peut le poursuivre même 50 ans après, 60 ans après, ce qui est d'ailleurs pour les criminels nazis qui sont encore poursuivis de nos jours. Et vraiment, il m'est difficile de comprendre comment cette cohabitation actuellement entre les tueurs, les assassins et les gens qui sont victimes, comment est-ce que c'est possible, le fait qu'il ait tout simplement dit « oui, j'étais tueur, donc je suis libre » et on ne me fait rien, c'est très très difficile à accepter, à comprendre. C'est très difficile, mais ça a été, comment on appelle ça, un compromis malsain, un compromis, je ne sais pas. Oui, il fallait trouver un compromis. Là, je me dis, ce que dit le ministre de la Justice, qu'il fallait trouver un compromis pour aller de l'avant. Mais moi, je dis, ça reste une bombe à retardement. On évite maintenant, mais ça va créer d'autres choses après. Et maintenant, moi, je parle surtout du côté des victimes et ce que nous ressentons et les problèmes psychiques que nous avons. Mais là, dernièrement, on a trouvé un gamin. Pendant le génocide, il était gamin. Il a tué avec son père et les autres. Après, on l'a relâché parce qu'il est enfant. Quelques mois de rééducation. Mais ici, dernièrement, on a retrouvé, c'était à Tiwungo, on a retrouvé qu'il venait de tuer 14 personnes. Il est devenu un tueur en série. Et là, tu te dis, mais et moi, maintenant, je commence vraiment à m'inquiéter. Je me dis, c'est inévitable. Parce que ces gens, ces jeunes, ces enfants, ils ont vu ça pendant 3 mois. Ils ont fait ça pendant 3 mois. Et rien n'a été fait. Et qu'est-ce que nous avons comme... Je ne sais pas. Je dis, je suis contente de ne pas être le président, mais c'est un peuple pas possible. Il y en a qui y ont pris goût. Et on a eu... J'ai rencontré un ami procureur qui disait... C'est même les 14 qu'il a tués, c'était même pas des Tutsis, c'était pas seulement des Tutsis. Là, il tuait pour tuer. Et là, comment on va faire pour tous ceux-là qui, pour un rien, ils tuent, parce que pour un rien, ils tuaient. Il y a un autre élément. Il y a un autre. Monsieur, vous venez de poser une question. Monsieur, vous venez de poser une question qui a d'ailleurs, qui nous a taraudé au cours de l'écriture tout le temps. Comment c'est possible ? Comment ? Alors déjà, on passe son temps quand on écrit sur un génocide à se demander comment ça a pu exister. On croit qu'on en a au moins fini avec ça puisque le génocide dans sa violence n'existe plus présente. Et puis après, on se demande comment ils font pour cohabiter. Mais il y a un autre élément, et sans doute l'auditoire ne le sait pas, et qui vraiment nous a rétamés. C'est que dans cette politique de réconciliation nationale, de nombreux rescapés participent. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de tenter d'initier le génocidaire à la paix, à la réconciliation, donc d'aller lui parler en prison. Des rescapés sont allés faire cette démarche. Ils n'ont pas été sollicités ou ils ont été sollicités. Mario-D le précisera. En tout cas, se sont rendus dans les prisons. Se rendent encore. Esther, rappelle-toi, je pense quand tu as dit que ce deuxième livre était très dur, c'est aussi pour ça. C'est qu'on n'arrivait pas à comprendre et si tu veux, tu pourras lire les quelques lignes justement de cette question qui nous obsédait, qui était mais comment ils ont fait ? Comment, quand on est rescapé, qu'on a survécu au pire, on peut aller essayer de convaincre le génocidaire de devoir recohabiter en sachant de toute façon que le génocidaire n'est pas repentant. Et
toutes ces femmes, d'ailleurs, on n'a pas posé la question. Si, remarque, Esther, on a aussi posé la question comme ça. Hein, Alors, ils avaient un argument dit rationnel, politique, qui était que c'est la reconstruction de la nation, que on mise sur l'avenir des nouvelles générations. Bon, mais en fait, tu te souviens, plus l'entretien durait et plus ce discours qui n'était pas langue de bois, enfin qui paraissait langue de bois, mais en même temps auquel ils essayaient de croire, se disloquait peu à peu. Ils disaient mais de toute façon, c'est qu'ils recommenceront. De toute façon, je crois que c'était une des questions les plus incompréhensibles. Oui. Je pense, c'est très difficile. C'est vrai que je me souviens de Joséphine, une amie qu'on a vue, c'est une amie d'école, nous en parlons beaucoup dans tous les bouquins. On a tué tous ses enfants, les 5, son mari, et déjà, elle, en 63, elle avait été séparée de sa famille. Donc, elle connaît depuis, elle a eu toutes les étapes. Et ici, Joséphine, c'est une des plus courageuses à Vega, mais c'est aussi une qui va voir les gens en prison et qui les contacte et qui veut parler avec eux. Et je crois que Joséphine, c'est pas vraiment la peur ou de faire ce que le politique demande. Elle nous a dit sincèrement, elle croit, elle dit, il faut qu'on arrive à briser le cercle. Et elle, son argument à elle dit que ça doit venir du côté des rescapés. Moi, j'étais pas d'accord, mais elle pouvait te défendre l'idée. Elle-même, personne ne l'y obligeait, mais elle disait, moi, je peux lui opposer ça. Et c'est vrai, elle avait des éléments qu'elle opposait aux tueurs. Et elle se dit que, je crois qu'une des chances qu'on a maintenant au Rwanda, c'est qu'il y a quand même, au moins la politique officielle nationale n'encourage pas ça et ne va pas encourager ça. Cette fameuse carte d'identité n'existe pas. Dans la politique, tu n'as aucun discours qui incite à ça. Et ça, c'est déjà beaucoup. Parce que ça, c'était un des gros paquets qui a fait que le génocide était possible. Maintenant, il reste quand même que il y a un très gros chantier du côté des églises, du côté des familles, du côté des écoles, les écoles surtout, parce qu'on a beaucoup d'écoles, comment on appelle ça, internats, des internats où les jeunes, les adolescents, ils sont ensemble. Et là, tu as une fourmilière des idées terribles et des professeurs terribles. Et c'est là où il faudrait vraiment jouer beaucoup à son niveau. Mais ce qui revient dans la bouche de tout le monde, c'est est-ce qu'on n'a pas le choix? Et c'est vrai, on n'a pas le choix. Dans les autres cas qu'on a cités, il y avait moyen d'émigrer. Nous, il n'y a pas moyen d'émigrer. En hébreu, il y a une phrase en Israël qui est un leitmotiv depuis la création de l'État, c'est En Brera. Il n'y a pas le choix. Ah, vous savez ça? On a ça, on grandit avec ça, on vit avec ça. En Brera, pas sûr. Mais c'était En Brera. Il n'y a pas de choix. En Brera. Mais je pense que c'est un peu la même chose, quoi. J'ai pas bien compris quelque chose. Attendez, écoutez. Écoutez, alors, on avait des cartes d'identité. Là, je vais être obligée, moi, d'être... Avec la mention ethnique. Et pendant le génocide, on contrôlait la carte d'identité, on tuait qui avait... Tutsi. Maintenant, ça n'existe plus. Malheureusement, on ne peut pas raconter tous les avant, mais il y avait une ou deux. Tu voulais poser une question, Janine, ou tu voulais dire quelque chose? Parce que je suis obligée... Par rapport au président justice, etc., comment ça se fait quel est l'argument contre le fait, bon, les morts, on ne peut pas les ressusciter, d'accord, mais pourquoi on ne peut pas obliger les tueurs à reconstruire les maisons, à restituer les vaches, à remettre... Pourquoi on ne peut pas? Quel est l'argument contre ça? Non, ça c'est la politique. Ils disent maintenant... J'allais être méchante pour dire pour nous amadouer. Non, mais pour nous faire avaler la pilule. Les gens qui sortent de prison, ils sont dans des camps de travaux et ils construisent les maisons maintenant. Il y a toute une politique où ils vont recommencer à construire les maisons. Mais c'est assez dur aussi quand tu vois les tueurs qui viennent la construire. Mais ça va quand même. Mais pour restituer les vaches et tout ça, il faut se dire que les gens, la plupart de ceux qui ont tué, qui ont pris les vaches et tout, c'était des très simples paysans. La vache qu'ils ont eue, nos voisins, ils ont déjà tout mangé, ils sont de nouveau plus pauvres qu'avant. Ça n'a pas du tout duré et beaucoup ne savent pas, comment on appelle ça, donner la compensation, payer ce qu'ils ont pris. Et en fait, ce que nous sommes en train de nous battre, nous avons une association, souviens-toi, des rescapés,
Et ce que nous sommes en train d'essayer pour la compensation, indemnisation, compensation, en fait, nous essayons que ce soit pas seulement les individus, parce que eux, sauf les grands criminels qui étaient commerçants ou quoi, mais sinon, compter sur les Rwandais, eux, en compensation, ça ne marche pas. Mais ce qu'il y a, c'est que le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Il y avait la Convention de Genève. Tous les États étaient obligés d'intervenir. Et ils ne sont pas intervenus. Donc, ils sont liables. Et en plus, quand tu as des États comme la France, qui non seulement, ils ne se sont pas retenus d'intervenir, mais ils sont intervenus. Donc, il y a toute une gamme et l'ONU, tout cela, il devrait faire un fonds d'indemnisation. Et pour le moment, c'est notre bataille pour qu'on indemnise et attend. On ne va pas attendre qu'ils sont tous morts pour commencer à parler d'indemnisation. Mais c'est assez dur, le dossier, mais il est en route quand même. Est-ce qu'on peut juste revenir sur cette notion de on n'a pas le choix? Parce que je suis un tout petit... Non, j'entends bien. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'on la pose comme s'il y avait un point final et qui évoque, par exemple, moi, avec ma culture, le Mektoub. Mais en revanche, non, j'entends bien. Ce que je veux juste dire, c'est que, bien sûr, on n'a pas le choix. Mais c'était de comprendre en quoi et de quoi on n'a pas le choix. Et c'est ce qui nous a obsédés. Et c'est vrai que Marie-Odile nous a beaucoup aidé sur ce dernier chapitre. Autant c'est vrai que ça fait un peu louangeur. Non, on était à la fin, le dernier chapitre, on était perdus, complètement perdus, parce que on devenait barjots l'une et l'autre de se dire pourquoi les femmes qu'on a rencontrées, pourquoi les rescapés acceptent de se confronter aux génocidaires. Il y avait quelque chose là-dedans qui nous paraissait l'ultime de la désespérance, quoi. Bon. Et je trouve que s'il y a une vraie désespérance c'est pas dans ce livre, mais dans ce qu'on a pu traverser dans ce livre, c'était que nous pensions que le pire, c'était le génocide. Et en tout cas, pour ma part, je pouvais pas penser qu'après le pire, il y avait un pire. Et en fait, si. C'est celui-là. C'est de ne pas laisser le choix à des rescapés que de... Voilà. Mais alors, puisqu'il me revient de conclure à un moment intempestif, etc., je pourrais dire, d'abord, je voudrais remercier tout le monde et remercier... Je suis désolée, monsieur, je suis obligée d'arrêter. Il y a plusieurs questions et j'ai le rôle ingrat d'arrêter le débat. Je voudrais juste d'abord remercier le Mémorial et remercier Annie, qui, à l'occasion de la sortie de son beau livre, nous a donné à tous et toutes l'occasion de partager, à vous tous qui avez eu la patience et la pertinence d'être là avec nous. Et je voulais vous remercier spécialement toutes les deux. Et ce que vous disiez à propos du pas le choix, vous avez en fait bien ouvert. C'est pas un pas le choix, c'est prendre conscience de quelque chose qui ne se termine pas, mais pour lequel on peut toujours œuvrer, trouver des solutions. Janine proposait déjà, on pourrait peut-être lui proposer un poste au Rwanda. Elle aurait des choses à proposer. Mais c'est-à-dire continuer ce travail d'écriture, de pensée, de conteuse. Parce que tu es une merveilleuse conteuse et pourtant, les contes que tu as à nous dire ne sont pas toujours roses. De parler et de tisser et d'échanger. Voilà, merci beaucoup. Merci.